La vie ne devient pas plus facile ou plus indulgente. Nous devenons plus forts et plus résistants. C'est votre réaction à l'adversité qu'il faut vivre et La vie ne devient pas problème plus facile qui ou détermine plus comment indulgente. l'histoire Nous doit devenons changer plus pour que ça forts et s'ajoute. plus résistants. Il y a deux possibilités d'être réduit par ça. La vie est belle. La vie est belle, l'aventure continue. L'aventure continue. Bienvenue dans Histoire Kintsugi. Je suis Thibaut et je vous invite à un voyage extraordinaire là où les brisures deviennent des forces. Tout commence pour moi en 2003. J'ai 12 ans et mon père décède devant moi. Mais aujourd'hui, j'ai des phrases comme l'aventure continue ou la vie est belle tatouées sur le corps. Parce que c'est ça la vie. Il y a des hauts et des bas. Et un mercredi sur deux, je vous propose de partir à la rencontre de toutes ces personnes qui ont dû faire face aux difficultés de la vie. Elles acceptent de nous partager leur vécu pour donner un message d'espoir et inspirer ceux qui en ont besoin. En fait, ici, on parle de la vraie vie. Juste un petit rappel avant de passer à la discussion. Les récits qu'on partage ici peuvent toucher des cordes sensibles. Si jamais ça devient un petit peu trop lourd, faites une pause et parlez-en autour de vous si besoin. Si vous aimez ces discussions, je vous invite à mettre une note de 5 étoiles et à les partager autour de vous pour qu'ensemble, on donne inspiration et courage au plus grand nombre. Dans ce premier épisode, on part à la rencontre de Laura. Avec elle, on va parler du burn-out. Laura n'en a pas fait un, ni deux, mais 4. Elle explique notamment par une enfance partagée entre anges et démons. Avec Laura, on va revenir sur son parcours de vie, sur l'importance de poser des limites aux gens qui nous entourent et comment, si on ne le fait pas, on peut tomber dans le piège d'aller trop loin et atteindre une zone de non-retour. Laura va nous dire comment on peut surmonter ces moments pour finalement arriver à trouver le bon équilibre. Bonne écoute. Hello Laura. Hello Thibaut, Comment ça va ? ça va super et toi ? Ouais, très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour venir parler dans Histoire Kintsugi. C'est assez marrant parce que t'es, du coup, je te l'ai dit tout à l'heure, mais la toute première que j'interviewe. Je sais pas si ça sera ton épisode le premier sorti, mais en tout cas, t'es la première interviewée. Merci pour ta confiance. Avec plaisir. Trop bien. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous écoutent ? Oui, je m'appelle Laura, je suis originaire de Bordeaux, maintenant j'habite à Paris, j'ai 31 ans. L'entrepreneuriat fait partie de ma vie en grande partie. À côté de ça, je suis artiste, hypersensible, neuroatypique, ça réfléchit beaucoup. Gros parcours de vie, mais toujours déterminée à faire de mes épreuves un carburant pour kiffer encore plus. Trop bien, trop bien. On s'est préparé à cet échange. Effectivement, tu as un parcours de vie qui est très riche, on va dire. On va être obligé d'aller un petit peu, de sélectionner certains événements aujourd'hui. Avant de se lancer, je t'ai demandé de réfléchir à un objet, puisque le kintsugi, c'est un art japonais qui consiste à réparer des objets. D'ailleurs, il y a une tasse kintsugi sur la table juste devant. Qu'est-ce que tu as choisi comme objet aujourd'hui ? J'ai choisi une couronne. Ok, une couronne. Eh ben, pourquoi une couronne du coup ? Parce que pour moi, c'est un peu le symbole du pouvoir personnel, on va dire. Toute ma vie, on m'a toujours fait d'énormes éloges sur waouh, tes capacités, tu t'en sors trop bien, j'ai confiance en toi, etc. Mais les épreuves de vie ont fait que ça m'a souvent ôté ce pouvoir et j'ai navigué dans des jeux de pouvoir en permanence. Donc, même les gens m'appelaient Queen souvent, en rigolant. Je sais pas d'où ça vient, peut-être mon petit côté bourgeois, mais il y a plein de symboles qui me ramènent en permanence à ça. Donc je sais pas si quand on répare une couronne dorée et qu'on la répare avec de l'or, ça se voit, mais bref, la couronne a été cassée quelques fois. Ok, on va avoir l'occasion d'en discuter. Est-ce qu'il y a des épisodes spécifiques de ta vie qui te ramènent à cette couronne justement ? Oui, je dirais enfant déjà en jouant. Quand on est petite, on joue à la princesse, etc. Après, dans mes amitiés, comme je te disais à l'instant, souvent on m'a appelée Queen, on m'a appelée la bourgeoise, la duchesse, je sais pas pourquoi. Et après, plus tard, toutes mes potes entrepreneuses, on s'appelle Queen. Voilà, c'est un peu un sujet d'empowerment et ça revient souvent. Je sais pas pourquoi, mais Ok. ça m'a suivi depuis petite. Trop marrant. Et justement, là, tu viens d'évoquer ton enfance. Je pense qu'on va un petit peu en parler après. Peut-être je te donne la balle au bon directement, en fait. Je pense que ça peut lancer la discussion, puisque dans l'idée, on va parler de ce qui t'est arrivé. Ouais. Ça va être la première étape de notre discussion, et après, de comprendre comment tu as vécu les épreuves qui te sont arrivées, et surtout comment tu as pu rebondir. Et me construire au milieu de tout ça. Ouais. Donc moi, j'ai grandi en campagne bordelaise, au nord de Bordeaux.
dans une famille d'apparence normale, en société. Les gens se disaient c'est une bonne famille, ils gagnent bien leur vie, ils sont très bien élevés. Mais en pratique, je suis un peu enfant danger démon. Donc j'ai une maman qui a le cœur sur la main, qui est l'incarnation de l'amour inconditionnel, mais qui a des travers de soumission par une éducation catholique, par voilà, son éducation à elle. Et mon père, de son côté, malheureusement, a été lui-même polytraumatisé sur des sujets très hard. Et quand on vit autant de violence dans l'enfance, on câble différemment au niveau du cerveau. Donc il est vraiment diagnostiquement un vrai pervers narcissique. Et il a des troubles bipolaires. Donc ça implique beaucoup de choses dans le quotidien, dans ses comportements. Et moi, ça m'a conditionné en tant que personne. Ok. Bon, on s'est préparé, on l'a dit tout à l'heure. Tu m'as parlé de beaucoup de choses, Ouais. beaucoup d'événements dans ta vie. On a fait le choix d'aller sur certains événements spécifiques. Tout à fait. Comment, déjà, est-ce que tu peux nous parler de ces événements dont on a parlé et quel lien tu fais justement avec cette enfance que tu viens d'évoquer? Ouais, on a choisi de cibler mes différents burn-out. Donc j'en ai fait 4 en tout. J'ai fait le burn-out salarié, le burn-out du chef d'entreprise, le burn-out du freelance et très récemment plutôt le burn-out de la start-up. Comment cette enfance elle a conditionné ça? J'ai 2 parents qui sont nos limites dans des polarités inversées, donc ange et démon, je vais le dire plusieurs fois dans cet épisode, mais mon père était une bête de boulot, comme il est un peu débranché, vraiment factuellement de sa sensibilité. C'était le meilleur kiné d'Aquitaine, il avait les techniques les plus performantes, il travaillait dans les plus beaux hôpitaux, il avait toujours un an de chiffre d'affaires d'avance. Et c'était vrai, mon père est vraiment une force de la nature. Enfin, entre mes 23 et mes 26 ans, il a failli mourir 4 fois en 3 ans. À chaque fois, il se relevait, il avait un cancer, 2 mois après, il avait plus son cancer. Il était 3 semaines dans le coma, 4 mois après, il gambadait avec 40 kilos de moins. Enfin, c'est un phénix. Donc, il est nos limites là-dessus. Et ma mère va être plutôt nos limites dans je donne et je prends soin des autres. Donc, je n'ai pas appris des enfants à poser mes limites, à considérer mes besoins, parce que j'étais toujours en train de faire le tampon entre un père violent dans le verbal, jamais en physique, et une mère qui était en permanente adaptation. Donc j'avais un modèle de sois parfaite, dépêche-toi, sois la meilleure de la classe, bosse, tais-toi, adapte-toi et surtout aime les gens et leur fais jamais de reproches. Le mix des deux. Donc je parlais récemment avec quelqu'un qui a un gros compte Insta, YouTube, etc., qui est fan de gestion du stress, de psycho, d'émotions. Et il m'a dit en fait, t'es le produit de tes parents, t'es une bonne mère pour toi et un mauvais père pour toi. Donc je sais prendre soin de moi, je suis hyper calée en nutrition, en psycho, en socio, en sciences humaines en général, c'est vraiment une passion. Mais j'ai pas toujours le recul nécessaire, parce que moi aussi j'aime l'intensité, j'aime la puissance, j'aime quand ça envoie, mais j'ai pas toujours le recul nécessaire quand je suis dans cette euphorie de me mettre des limites et de dire stop. Et j'ai un sens de l'engagement qui est tellement profond qu'on qualifie de dévotion, de loyauté, que parfois ça en devient un peu stupide parce que quand j'aime les gens ou quand j'aime un projet, quand je me suis investie, je vais aller jusqu'au bout, au point que des fois je vais pas regarder ma santé. Parce que ça va être fait tellement avec le cœur, donc ça c'est le côté maman, que, comment dire, je sens plus, enfin l'amour il va m'anesthésier, l'amour du projet, de la personne, du sujet. Je suis assez humaniste, donc quand je me dévoue à une cause, j'existe plus en fait, je suis au service de ça. C'est rigolo parce que mon nom de famille c'est prière, ça fait un truc un peu biblique, tu vois. Mais voilà, c'est ces 2 conditionnements-là qui font que on m'a pas appris à me reposer, on m'a pas appris à dire non, on m'a pas appris à se respecter aussi quand les gens vont trop loin. Ça c'est plus ma mère par rapport à mon père. Et ça donne de super qualités parce que professionnellement, je sais naviguer au milieu des jeux de pouvoir, je suis très lucide et consciente de tout ce qui se passe. Mais il y a aussi les travers qui font que à chaque fois, je vais jusqu'à l'épuisement. Parce que mon système nerveux, il est habitué à l'adversité, c'est ma zone de confort. Au contraire, quand c'est calme, limite j'ai peur, ou je m'ennuie, ou ça me fait paniquer. Et du coup, je vais au bout, jusqu'à ce que, mince, je sois coincée 3 jours dans mon lit, c'est ce qui m'est arrivé récemment avec la start-up, et que mon corps me dise stop, alors que je l'écoute. C'est juste que je pense que ça a brisé quelque chose en moi, ce climat hostile, qui fait que je tempère toujours le moment où je vais pouvoir vivre mes émotions. Il me faut vraiment une safe place et quelqu'un de confiance pour que je puisse m'exprimer. Et peut-être que quand quelqu'un de normal pleurait 2 heures, moi je vais avoir 3 larmes et déjà ce sera incroyable.
Et du coup, j'accumule et après, ça passe par la santé. Malheureusement, j'ai fait beaucoup de boulot sur moi, mais mon système nerveux n'est pas encore assez régulé pour pouvoir vivre les émotions instantanément. Ok. T'as évoqué là du coup 4 burn-out. Ouais. Si on prend peut-être le premier, Ouais. est-ce que tu peux nous partager en fait ce qui s'est passé, la situation et t'évoquer de comment tu t'es senti aussi pendant ces burn-out? Ouais, c'était le plus costaud, je pense. C'était très jeune, j'avais 23 ans. Donc à l'âge de 23 ans, j'avais fait des études en génie civil, j'étais conducteur de travaux sur des chantiers de construction de maisons de particuliers. Et comment dire, j'avais toujours rêvé de bosser en bureau d'archi, ça c'est quelque chose à savoir. Donc je suis passée par les constructeurs de maisons. On va pas détailler cette histoire, mais j'ai travaillé pour l'un des moins honnêtes, l'un des plus honnêtes sur le marché, et au final les problématiques étaient les mêmes, il y a eu un souci d'éthique. À cette époque de ma vie, j'étais en couple avec quelqu'un qui malheureusement avait connu un décès dans sa famille et qui niait une forme de dépression. Donc je portais mon couple, je portais mon job à hauteur de 70 heures par semaine. Je voulais rebasculer vers mon métier passion parce que j'ai vécu des trucs tellement ouf dans ma vie que je me dis... soit tu kiffes, soit tu laisses tomber. Donc je lâche jamais rien. Et je voulais passer au bureau d'archi. Donc le midi, je reprenais mes études en parallèle de ce job de 70 heures semaine. Et le soir aussi. Donc une journée, ça ressemblait à... je me lève à 6 heures, je fais le petit-déj, des fois pour mon mec, je vais bosser. À ma pause déj, vite je mange et je commence à faire mes planches de dessin pour faire mon diplôme qui allait avec. Je rebosse, c'est du 1000 km par semaine, hein, ce genre de job. Gérer des gros budgets, etc. J'étais très jeune. Je m'ennuyais très vite, donc on a ouvert des filiales dans la boîte, etc. Le soir, je vais au sport parce que j'étais accro au sport. Je rentre, je m'occupe de la maison. J'ai un mec qui fait la tronche et qui est à moitié dépressif à la maison. Et je redessine encore et j'enchaîne, plus les amis, assez fêtarde et je m'arrête jamais en fait. Et là, ce qui m'a fait sombrer, c'est plus le côté émotionnel où mon enfance, elle a laissé des insécurités. C'est que par bienveillance et un peu ce que j'appelle le syndrome de la consultante, je voyais tous les bugs de process dans ma boîte. Et moi, du coup, j'allais parler au patron en mode oui, vous pensiez pas que si on changeait ça dans la méthode entre le commerce et la prod, les clients seraient plus contents. Bien intentionné, j'étais de dire ça, ce qui a créé une insécurité chez la directrice commerciale qui a commencé à me harceler. Et là, problème d'éthique technique sur les chantiers, plus harcèlement en interne, plus le reste. Émotionnellement, j'ai commencé à sombrer. Je passais le pas de la porte de l'entreprise. Vraiment, c'était je franchis la ligne, j'ai une crise d'angoisse, je refais un pas en arrière, ça va, et j'ai envie de rentrer chez moi. Et mon corps me disait no go. C'est un peu comme si j'avais un capteur de cet endroit est toxique pour moi. Je ne vais pas dire toxique tout court, mais toxique pour moi. Et ça a duré 2-3 semaines. À ce moment-là, j'ai fait un œdème de coinque aussi. Un jour, on a mis de l'insecticide dans l'appartement. Je sais pas si c'était ça ou pas. J'étais sous désensibilisation allergique. Il y a eu des bugs au labo. Enfin, mon allergologue, j'ai appris qu'il s'était suicidé 2 mois après. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé dans mon corps, mais j'ai passé une nuit où j'ai fait un œdème de coinque et j'ai eu les bons réflexes, donc j'ai failli mourir. Juste après, j'enchaînais les crises d'angoisse et au bout d'un moment, je me suis mis en arrêt maladie à cause de ça et mon corps a lâché. Pendant 2 mois, d'aller du lit à mon canapé, c'était une épreuve et j'avais un T3 de 60 mètres carrés au bassin à flot à Bordeaux. Voilà, donc c'était chaud et vraiment le burn-out, mécaniquement, c'est tes glandes surrénales en haut de terrain, elles produisent du cortisol. Elles en ont tellement produit qu'il n'y a plus de jus. Et le matin, tu n'as plus ton réflexe pour te lever. T'as plus, le système nerveux, il est dérégulé. Donc pendant 2 mois, c'était ça, en permanence, jusqu'à ce que je consulte des thérapeutes, etc. Mais c'était chaud. Et c'est ça qui a déclenché ça. C'est ce surinvestissement dans tout. Et avec cette ambiance émotionnelle qui était devenue malsaine. Ouais. Et là, quand tu décris ta semaine, en fait, moi, j'ai l'impression que tu n'avais jamais un moment pour toi. Alors, même s'il y avait le sport, mais t'en parles pas en te disant j'étais contente d'aller au sport. Tu dis j'étais accro au sport. Ouais. Comment tu le vois, ça ? Je pense que comme j'ai manqué de sécurité en étant enfant, j'arrive à être en connexion avec moi-même quand je suis en connexion avec quelqu'un d'autre. Un côté assez fusionnel. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. J'ai besoin de mes moments pour moi. Mais je me sens vivante, exister et utile dans l'action et dans l'interaction aux autres. Donc j'étais Madame Faire et pas Madame Être, quoi. C'était un gros travail. Ok.
Euh, donc, 2 mois de burn-out, enfin, de difficulté. Ouais. Comment on se sent à ce moment-là? Comment toi, tu te sens à ce moment-là? C'est quoi Tu passes de 70 heures par semaine à faire des choses, tu nous dis passer de ton lit à ton canapé qui est compliqué. Qu'est-ce qu'on ressent? C'est une rupture, beaucoup d'incompréhension au début, du déni aussi. Et après, le truc qui vient, c'est l'impuissance, d'où la couronne du début. On se sent hyper impuissant, il n'y a plus de pilote dans l'avion, le corps ne répond plus. Et rapidement, tu bascules dans une sorte d'acceptation et même peut-être de soulagement. Ok. Je pense qu'il y a un truc chez moi, c'est une mécanique qui est pas ouf, mais quand le corps lâche, je me dis ok, j'ai tout donné les gars, la preuve, je sacrifie un peu ma santé et vous pouvez plus rien me reprocher parce que j'ai vraiment tout donné. Et le potentiel de nuisance par emmerdement, excuse-moi du terme, d'autrui est neutralisé parce que je peux plus en fait. Donc j'ai plus à justifier de pourquoi je peux pas faire ci ou ça. La mécanique, elle est grosse, hein, mais... ouais. Mais du coup, j'ai l'impression donc, que t'es presque contente, avec des grands guillemets, d'être en burn-out en te disant je suis allée au bout. C'est ça que tu dis ou... Non, contente non, mais... Ouais, c'est pas le bon terme évidemment, mais... En fait, je suis rapidement en acceptation, parce que comme je disais, c'est pas l'objet du jour, mais j'ai vécu des trucs tellement ouf que je me dis, bon, en fait, j'ai un problème de santé ponctuel, mais je sais prendre soin de moi, je sais me régénérer rapidement, et ça va aller. En fait, t'es pas dans le coma, t'as toujours une santé mentale qui tient la route. Ça, c'est merci maman. Elle m'a donné une espèce de force de vivre, de je traverserai toutes les épreuves avec le sourire, et ça ira. Okay. Il n'y a pas eu, sur ce premier, il n'y a pas eu d'effondrement vraiment psychologique. Okay. C'est plus, il n'y a plus de jus dans la machine et la machine est cassée. Quoi. Ouais. Donc ça te met 2 mois pour te sortir de ce burn-out. Ouais. Sauf que t'en fais 3 autres derrière, puisque ça c'était le premier. Oui, guilty. Qu'est-ce qui se passe entre le premier et le deuxième déjà? Comment tu sors du premier? Qu'est-ce qui t'emmène au deuxième? Alors, pour sortir du premier, j'ai fait de l'hypnose, j'étais voir un hypnothérapeute, j'ai rencontré des coachs, différents thérapeutes. Donc avec l'hypnose, j'ai compris un peu la mécanique de tout ça. Rapidement, ça a fait sens. Et moi, dès que ça fait sens, mon système nerveux se régule et ça redémarre. Genre, ça peut aller hyper vite, c'est ça qui est assez fou en capacité de régénération. En découvrant ces métiers thérapeutiques, j'ai découvert le métier du coaching, de l'accompagnement. Et là, ça m'a donné l'idée d'un projet entrepreneurial. Ça n'existait pas en salarié à l'époque. Donc j'ai rebondi en accompagnant d'autres personnes qui avaient peut-être connu ces situations, des situations toxiques dans le salariat, qui voulaient se lancer, donc des jeunes entrepreneurs comme moi. J'ai créé une première boîte et l'entrepreneuriat, c'est un peu ma thérapie, parce que je peux faire d'une façon saine pour moi et pour les autres, ce que je n'ai pas pu faire avant. Donc il y a eu 2 mois de canap, en gros 2 mois de convalescence, et en janvier j'ai commencé un accompagnement à la création d'entreprise. J'ai coaché gracieusement 20 personnes pour tester ma méthode, et en juin je crée une boîte et c'était parti. Ok. Donc ça c'est la boîte de conseil que t'as créée? Ça c'était ma première société qui s'appelait Oser Coaching, où j'accompagnais des jeunes entrepreneurs, du coup un peu du bâtiment et de l'IMO, des architectes, sur de la posture, sur de la communication, et c'est comme ça que je me suis lancée. Ok, trop bien. Donc tu rebondis d'un burn-out en allant dans l'entrepreneuriat. Ouais. Ça a été ta sortie, ta porte de sortie. Ouais. Sauf que tu nous as dit tout à l'heure que tu as fait au moins un burn-out lié à l'entrepreneuriat. Ouais. C'est le deuxième que tu fais ou... Le deuxième, c'était à 28 ans. Ok. Donc en 2022. Pendant 1 an et demi, j'ai eu un cabinet de conseil. Je suis passée de toute seule à 12 personnes, donc 8 consultants indépendants, 3 salariés. Mauvais choix d'entrepreneur, mauvais réflexe. Bon, je ne suis pas rentrée dans les détails, ce n'est pas un podcast sur l'entrepreneuriat. Tu peux en parler quand même si tu trouves que ça a un sens, il n'y a pas de souci. J'ai fait des erreurs de gestion et j'ai délégué la partie commerciale à un de mes consultants, qui était mon consultant commercial, qui est passé de 10-15 000 euros de chiffre d'affaires par mois à 0. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais... Pas un très bon commercial en tout cas. Quand il était tout seul, oui, mais en directeur commercial, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était pas bon du tout. Okay. Donc mauvais choix, mauvaise délégation, je mettrai pas tout sur les épaules, je porte la responsabilité. Mais à ce moment-là, on passe de 15 000 euros de chiffre d'affaires à 0, je dois reprendre le commerce.
ma faille de comportement et mon éducation font que, au lieu d'avoir réussi à monter une synergie avec 8 consultants, c'est moi qui porte les 8 consultants. J'adore la métaphore de avant j'étais seule à ramer dans ma barque et j'avançais, et maintenant j'ai un dracard. J'ai les Vikings qui sont en train de prendre l'apéro sur le pont, et moi je continue à ramer toute seule pour faire avancer un bateau 15 fois plus gros. Et épuisement, perte de sens. Moi, c'est vraiment la perte de sens et le climat émotionnel qui me font chuter à chaque fois. Donc j'avais un bureau à Nao Coworking avec vue sur la Garonne, à Bordeaux, un super environnement, les gens me mettaient sur un piédestal, j'avais écrit un livre, c'était trop bien. Mais j'étais enfermée dans ce bureau en verre avec des objectifs irréalisables toute seule. Et j'ai commencé à être super tendue, comme à chaque fois que je vais faire un burn-out. Et j'ai dû mettre la clé sous la porte parce que ça rentrait plus, l'équilibre était plus là. Il y a eu la conjoncture financière externe aussi qui faisait que les 40 000 euros de devis en portefeuille, on les a pas signés. Donc là, il y a la dame de la CCI qui passe pour évaluer la société, parce que je voulais peut-être faire rentrer un associé. Elle me dit vous avez très très peu de dettes, donc juste mettez la clé sous la porte et reposez-vous, ça vous fera du bien. J'ai signé le papier, et là, gros mental breakdown. Je me souviens, j'étais dans une salle de réunion. J'ai des vertiges, ma tête se met à tourner. Et je sais pas par quelle magie, lunettes de soleil sur le nez, sacoche sous le bras, j'arrive à monter au sommet du parking des hangars. Je me mets dans ma voiture et là, je décompense clairement. Donc la décompensation, c'est quand ton corps il va relarguer tout le cortisol et ton cerveau il fonctionne plus. Et je sais pas par quel miracle je suis rentrée, j'ai pleuré pendant des heures et des heures. J'ai une pote qui m'a ramassé la petite cuillère. Après, c'était 3 semaines au fond de mon lit, du Xanax que vais-je faire de ma vie, parce que j'avais mis toute ma reconstruction sur l'entrepreneuriat. Donc c'était chaud. Mais 3 mois après, je faisais les meilleurs chiffres de ma vie parce qu'on m'avait proposé des missions extrêmement cool. Ok. Donc ta première porte de sortie a finalement causé le deuxième burn-out. Ouais. Avec le recul, ouais. C'est toujours compliqué d'analyser avec le recul, enfin compliqué, et facile aussi de trouver les bonnes solutions après coup, mais qu'est-ce que tu aurais pu faire de différent pour éviter ce deuxième burn-out ? Poser des limites aux gens et prendre soin de mes besoins en responsabilisant les autres et en arrêtant de prendre la responsabilité pour les autres. Ce qui fait que je me positionne pas bien en tant que leader, que les gens qui bossent avec moi se reposent sur moi parce qu'ils projettent sur moi le côté meuf inarrêtable, gros réseau, première de la classe, etc. Et je les laisse faire ça parce que je pense que pour être aimée, j'ai besoin qu'on projette ça sur moi. Daddy, fiu, coucou. Et vraiment me fier à des personnes responsables et regarder les faits et pas les discours. Parce qu'à chaque fois, c'était oui, machin, gna gna. Et je pense que j'ai un truc un peu transactionnel de j'ai besoin d'être aimée pour qu'on travaille avec moi et c'est comme ça que je gagne de l'argent, et je vais mettre trop d'énergie dans le fait d'être appréciée plutôt que dans le fait de vérifier le factuel et l'équilibre financier. Là, tu parles d'amour et d'argent. Si je fais le lien avec ta présentation et ce que tu nous as rapidement décrit de tes parents, c'est dur de ne pas faire le lien. C'est un lien direct. Ouais. Comment tu le vois aujourd'hui, ce lien Ça va mieux. Ouais. Si je te donne la mécanique de fond, comment j'étais élevée. Mon père ne sachant pas exprimer ses émotions, j'étais première de la classe, j'ai des facilités, j'ai un cerveau qui fuse, ça c'est cool. Enfin, quand j'aime quelque chose, j'apprends super vite. Et la mécanique, c'était tu ramènes des bonnes notes, papa se met à pleurer, papa sort le chéquier, te fait un gros chèque parce que tu as eu les félicitations. Et ça voulait dire je t'aime. Ok. Donc je pense que ça câble un truc dans ma tête qui est pas follement sain. Ouais, ok, je comprends. Je crois que j'ai répondu qu'à une partie de la question. Non, c'était le lien effectivement entre amour et argent. Je pense que on l'a là en fait, c'est ce que tu viens de dire. Ouais. Alors que les clients, ils ont pas on n'a pas besoin d'avoir une relation harmonieuse de ouf avec un client pour qu'il soit satisfait de nos services. Mais aujourd'hui, ça laisse une empreinte où tous les gens avec qui je travaille, j'ai besoin de les apprécier sincèrement, d'être sûr qu'ils soient safe, de pouvoir les recommander les yeux fermés. Et ça donne une construction sociale, un rapport au monde particulier. Aujourd'hui, c'est chouette parce que j'ai trouvé mes pairs, entre guillemets, et maintenant je suis sur Paris et j'ai que des gens qui fonctionnent comme ça. On est potes, on bosse ensemble, on s'envoie des contrats. Et il n'y a plus à choisir entre c'est le travail, c'est mon pote, c'est mon amoureux quand j'ai un amoureux ou pas. Et juste, ça circule et
ce qui change par rapport à avant, c'est que c'est des gens vraiment safe, qui font ce qu'ils disent qu'ils font. Mm. Et ça donne une qualité de gens dans l'entourage qui est incroyable. Ouais. Donc il a fallu essorer des gens peu fiables ou partiellement fiables, des désillusions, des trahisons, enfin beaucoup, jusqu'à atteindre la crème de la crème. Je sors de mon palais d'argent et je sais qu'il y en aura plein d'autres des désillusions, mais aujourd'hui, c'est cette faille qui m'a permis d'accéder à des carnets d'adresses de folie et me retrouver rapidement dans des endroits incroyables et de naviguer au milieu de gens très cool. Trop bien. C'est marrant parce que t'es hyper consciente de ce qui t'est arrivé. Et pour autant, il y a encore 2 burn-out après. Ouais. J'aimerais bien qu'on en parle parce que c'est vrai, je crois un peu le point important de notre discussion, échange. c'est comment... déjà, en faire un, c'est compliqué. Bon, là, je parle de quelque chose qui m'est jamais arrivé, mais j'ai entendu dire que c'était évidemment très compliqué. Mais toi, t'en fais pas un, t'en fais 4. Ouais. Et pourtant, t'as conscience de ce qui se passe. Disons, je pense que j'ai besoin d'éprouver la mécanique jusqu'au bout à chaque fois. Le salariat, je pense que la majorité des personnes vont comprendre ce que c'est. On l'a tous été au moins une fois dans notre vie, même si maintenant ça change. Être patron, j'ai commencé à l'âge de 27 à 29 ans. C'est encore un autre apprentissage. Le burn-out d'après, c'était l'été 2022. Donc j'ai pris trop de missions freelance. Je goûtais à « waouh, ça y est, je sais faire de l'argent, je sais faire beaucoup d'argent ». Et j'ai pris trop de clients. Il s'est passé des trucs pas ouf dans une mission où il y avait du social. Pareil, j'accompagnais des jeunes dans un programme. Il y en a un qui était d'une cité. Et il venait plus au programme parce qu'il y avait des rixes dans les cités. Je crois qu'il s'était fait planter. Et comme je m'attache aux gens, j'en dormais pas de la nuit. Je faisais des analyses de qu'est-ce qui se passait dans les gangs des cités à Bordeaux. Et vraiment, il y a des trucs, what the fuck. Pas possible. Et là, ça commence à me faire plonger. Pareil, cet émotionnel-là. Je suis passionnée de ouf et voilà, c'est ça qui m'a fait être pas bien. Et c'est pas la question du dernier, mais c'est tant que je maîtrise pas je vais chercher les limites en fait, et après quand je les connais, ça me permet de mieux naviguer. Aujourd'hui, je suis refreelance et par rapport à ce 3e burn-out, je sais que j'irai pas burner. Enfin, les règles, elles sont très carrées, mes clients, ils le savent. Je suis même peut-être un peu rigide parfois, mais les jours qui leur sont dédiés, c'est 10h, 18h, il y a la pause déj. Les jours qui leur sont pas dédiés, je suis joignable 2 fois par jour, le midi et après 18h. Et s'ils sont pas contents, c'est pareil, nous ne sommes pas chirurgiens. Et très catégorique par rapport à ça. Et ça, c'est des règles que t'imposes à la signature de ton contrat, par exemple Je signe et c'est pas marqué dans le contrat, mais je les brief à chaque fois. Ouais. Okay. En leur disant, je serai toujours là pour vous, ne vous inquiétez pas. C'est un truc important pour moi et qui est important pour eux, qui me différencie de beaucoup de personnes. Et s'ils se mettent à râler, maintenant, j'ai aucun scrupule à les cadrer. Ok. Donc tu t'es mise toi-même des limites que tu donnes maintenant aux gens avec qui tu travailles aussi pour te protéger du coup. Exactement. Ok. Et on peut peut-être évoquer le dernier burn-out qui est tout récent de ce que tu me disais. Oui. Je vais flouter certaines parties parce qu'il y a des parties prenantes que ça pourrait affecter, mais la start-up, je pense que c'est la mécanique de boîte la plus propice au burn-out. Parce qu'en très peu de temps, tu dois faire tes preuves, tu dois montrer qu'il y a un marché, tu as des associés, il y a des investisseurs, et toi, tu dois être le point central qui encaisse la pression de toutes les parties prenantes. Et comment dire, j'ai eu l'opportunité de m'associer à 2 personnes qui avaient déjà fait des grandes choses. Donc là, c'était un peu le syndrome de la petite fille. Je compte sur une première personne qui me dit « Waouh, ton projet, je veux le réaliser, etc. » Il y avait beaucoup d'affect avec cette personne. Donc moi, je vais tête baissée, je déménage de Bordeaux à Paris en 2 mois. Je contacte les incubateurs, je me retrouve à Station F. L'autre personne me dit « On part en levée de fonds, on avait fait un BP, tirer les chiffres. » Et j'étais « Waouh, c'était un peu la nouveauté. » Donc j'y suis allée vraiment... comme un bélier, je ne suis pas bélier en astro, mais bref, avec cette vibe-là. Ouais, alors moi je suis bélier, donc ça me parle. Voilà, un penseur. Comment dire, je m'y suis un peu perdue parce que ne connaissant pas les règles de ce jeu, j'ai toujours favorisé les feedbacks des autres parce que moi je ne savais pas, j'avais cette humilité-là, mais trop, pensant que mon avis n'avait pas de valeur parce que je n'avais pas d'expérience sur le sujet. Et levée de fonds, la pire du monde. Un jour t'as 600 000 euros, le lendemain t'en as 400, après t'en as plus que 200, tu tombes à 50, et tu fais un call avec quelqu'un, tu pitches ton projet, waouh, c'est super, tu lui envoies le document, d'un coup l'émotionnel redescend, et non, ça va pas, machin, parce que, comment dire, j'ai plus une culture américaine que française ou européenne, et je pense que j'arrive à emmener les gens dans cet émotionnel,
Et c'est autant attirant que ça fait peur aux autres. Et je me suis perdue dans tout ça. Là où j'ai fait une grosse connerie monumentale, c'est que j'ai lâché toutes mes missions freelance, donc plus de rentrée d'argent. Ok. Et quand moi j'ai 31 ans, je suis célibataire à Paris, j'ai un loyer de 1400 balles. C'est une vie qui coûte cher. Et quand il n'y a plus de rentrée d'argent, que la levée de fonds, elle conditionne ta vie perso, qu'il n'y a plus de ressources, que tu t'endettes pour ta boîte, que tu donnes tout aux autres et tu deviens l'instrument central du projet au point que, comment dire, même aller faire une demi-heure de sport, ça a été quantifié au planning et il y avait un planning extrêmement rigide. Déjà, j'avais plus la souplesse pour être une femme, pour faire de la créativité, pour me reposer et trop d'insécurité en même temps. Plus un chagrin d'amour, enfin bref, des trucs perso très chauds. Et là, émotionnellement, c'était peut-être 10 ou 15 fois le combo des 3 burn-out d'avant. Et voilà, la santé a lâché il y a 4 semaines et 5 semaines. Donc je passais 2 fois 3 jours au lit, syndrome inflammatoire généralisé. Mon corps a lâché tout le cortisol, j'avais mal partout, je marchais comme une mamie, j'avais des vertiges. Et là, je me suis dit, on va s'arrêter là. Et la levée de fonds a capoté. Donc fin du game, j'ai rebondi super vite. Là, j'ai déjà 2 missions de folie, rémunération très très cool. Et voilà, toujours l'émotionnel qui faille. La levée de fonds capote avant ou après que ton corps lâche du coup? Après. Ça tombe bien en fait. Au final, mais je suis soulagée que ça capote parce que je me dis ça c'est que le début. Et si mon corps, j'en peux déjà plus. Voilà. Et souvent, en gros, je fabrique un char d'assaut avec une boîte d'allumettes. Je pars à l'assaut d'un projet sans ressources en me disant j'ai survécu à tout dans la vie, je m'en suis toujours sortie. Avec ma mère, pendant le divorce, on a quasiment connu la rue, on s'en est sorti avec 3 clopinettes. Donc, pareil, je néglige mes ressources. Et voilà. Et la promesse que je me suis faite il y a 3 semaines, c'est plus jamais tu ne négliges tes ressources tant que tu n'as pas les reins solides financièrement. Arrête de donner ton pouvoir à l'extérieur, la couronne cassée, à des gens qui sont censés savoir ou qui sont censés être là pour toi parce que y en a plein qui te trahissent parfois malgré eux. Et voilà. Donc compte sur toi en faisant confiance aux autres et en gardant assez de ressources pour être dans la légèreté d'interagir confortablement avec les autres. Parce que dès qu'on est en manque ou qu'on est tendu, les gens prennent la tangente. Malheureusement, c'est naturel. C'est un côté moche de l'être humain. Et voilà. Ok. T'évoques la couronne cassée, on va maintenant voir comment tu l'as reconstruite cette couronne, Yes. parce que c'est l'actualité, c'était sujet d'actualité. C'est quoi l'élément déclencheur au bout du 4e burn-out où tu te dis tiens là il faut peut-être que je change des choses? On parlait tout à l'heure de mettre des limites à tes clients par exemple. C'est quoi le switch dans ta tête où voilà tu passes 2 fois 3 jours au lit, t'as une start-up qui lève pas de fonds et puis en fait on se parle 4 semaines après. T'as l'air plutôt bien. Ouais, je suis bien de ouf. C'est quoi le switch? C'est cette capacité d'analyse et c'est retour à la faille du début de l'enfance. Enfin, à savoir que cet investisseur, je l'ai rencontré au mois de novembre, il est venu à un de mes événements. Il s'est mis dans la grosse faille du daddy issue en mode j'ai toujours rêvé d'avoir un deuxième enfant, tu pourrais être ma fille. Il m'invitait dans des endroits de ouf, il me présentait à tout son réseau. Enfin, j'ai eu un dimanche dans un château à Bordeaux, le mec m'a envoyé son chauffeur, il m'a présenté devant 50 personnes qui sont les plus gros dirigeants de Bordeaux en mode regardez Laura, c'est ma outsideuse, j'investis sur son projet. Quand je suis partie, parce que j'avais un gros planning, dites tous au revoir à Laura. Au revoir Laura. Le mec m'a appelé au téléphone dès qu'il était à Paris, on allait dîner ensemble. Enfin, il y avait vraiment un lien personnel qui s'était tissé. Et moi j'étais là, mais jamais il me laissera tomber, c'est pas possible. Il s'est engagé devant trop de personnes à me suivre. On a été à la Founders Night à Paris, je l'ai présenté aux gars de la Founders. Enfin, publiquement, il disait que c'était mon invest. J'étais là, jamais il pourrait me trahir. Et avec du recul, j'étais là. À quel moment tu lui as laissé ton pouvoir perso? Tu lui as donné, parce qu'en fait, il venait combler cette faille de reconnaissance, cette faille d'amour. Et j'étais là, waouh, ok Laura, donc arrête de faire confiance à des gens juste parce que tu les aimes et ils te renvoient une part de toi qui est cool. Traite tout le monde à égal. Que tu les trouves ouf ou pas, le business c'est le business. Et maintenant arrête ça. Je pense que cette situation, pile poil la start-up, ça a fait un peu constellation familiale et genre ça a illustré parfaitement le schéma de la petite Laura. Et je pense que c'est la dernière épreuve qui m'a permis de basculer en mode adulte. Ok, donc maintenant t'es adulte. Ouais.
Même hier, hasard, un des anciens cofondateurs m'a écrit et ça m'a un peu déstabilisée, j'avoue. Et après, je me suis dit, pop, 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 reprends ton pouvoir perso. C'est pas parce que t'as eu beaucoup d'affection pour cette personne que tu dois encore te remettre mal Ouais. et douter de toi et te dire que t'es pas assez. Parce que d'avoir un père comme ça laisse une faille béante de je ne serai jamais assez pour qu'on m'aime, je dois toujours me justifier, toujours faire plus pour aller chercher cet amour qui ne sera jamais là parce que fonctionnellement, ce n'est pas possible. Et comment tu fais justement pour te détacher, ou en tout cas, je sais pas si on peut complètement se détacher de ce qu'on a vécu quand on est enfant, mais d'avancer par rapport à ces failles dont tu parles? Comment on avance avec ça? En se donnant beaucoup d'amour. En gros, ça m'a donné une... Bon, je suis un peu dans le principe alchimiste de... on transforme le plomb en or. Peut-être qu'après, on peut réparer les objets avec et faire du kitsungi. Mais moi, à chaque fois, la douleur, j'essaie de la faire basculer en... Avant, je carburais à l'énergie de revanche. Là, je veux plus. Là, je me dis juste, ok, cette douleur, elle t'a donné une force, elle t'a donné des aptitudes, et va kiffer avec ces aptitudes. Ce manque d'amour, ça donne du charisme, ça donne une aptitude à parler en public, ça donne une énorme aptitude à bien traiter les gens et à aimer les gens sincèrement. Donc j'essaie justement en balance de ça d'être une putain de bonne personne, de traiter les gens avec un immense respect, avec esprit, avec délicatesse, avec douceur, et de convertir ces manques en mes plus belles qualités et d'être fière de moi, de rester du côté lumineux de la force quelque part. Alors que je pourrais très bien reproduire le schéma et dire je manipule les gens, je vends en surfant sur leurs manques, en les frustrant, en les manipulant. Et de toujours rester dans cette honnêteté, cette droiture et ce côté très safe. Je pense que c'est ma façon de me soigner. Après, de manière plus pragmatique, c'est trouver un équilibre de vie qui régule mon système nerveux. Donc, c'est me traiter comme une queen. D'où la couronne encore. Ouais, exactement. Je me suis offert la plus belle salle de sport de Paris. Ça faisait 5 ans que j'en rêvais. Et il y a du sauna, du hammam, des cours de sport de ouf. Et j'y croise des potes entrepreneurs, justement. C'est rigolo. Et comment dire, j'essaie de me traiter ultra bien et que dès qu'il y a un mini truc qui bouscule mon émotionnel, j'en informe l'autre avant de le laisser trop prendre le dessus, parce que quand je suis trop fatiguée, c'est là où je baisse la garde et où j'arrive plus à poser les limites. Donc essayer d'être au max en connexion avec mes ressentis, pouvoir les vivre, informer l'extérieur et me traiter trop bien pour garder cette ligne de conduite et essayer d'être la meilleure personne possible. Et t'es à l'aise justement de partager ce que tu ressens? Parce que souvent c'est quelque chose qui est compliqué de dire à l'autre là tu m'as heurté. Si je donne mon exemple perso, j'essaie de le faire. Je suis hyper maladroit. Et quand je le fais pas, en général je m'énerve. Donc j'essaie d'exprimer à l'autre, si je m'énerve, ne t'inquiète pas, c'est que moi j'ai pas été bien. Sauf que en fait j'ai quand même fait du mal en m'énervant. Moi je sais que j'ai du mal à dire à l'autre, attention, là on est dans une zone où je suis pas à l'aise. J'ai l'impression que toi tu le dis facilement, que tu le fais, mais est-ce que c'est si facile pour autant de le faire? C'est facile pour les gens à qui il n'y a pas d'engagement émotionnel. C'est hyper dur pour les gens que j'aime parce que j'ai peur de les perdre. J'ai peur qu'on m'abandonne. J'ai cette blessure de rejet, trahison, abandon. Je te fais pas de dessin, mais comment dire, j'essaie d'être en relation maintenant et d'être hyper sélective. C'est la promesse que je me suis fait en allant à Paris, avec des gens qui sont capables d'encaisser le feedback, des gens qui sont sains. Et dès qu'il y en a qui débordent un peu, je repose mes limites au fur et à mesure à chaque fois. Avant qu'il y ait de l'affect qui naisse, je pense dans le travail, mes clients sont souvent mes potes et quand ils font un truc que j'aime pas, je leur dis j'espère que tu feras ça pour moi. Moi, je vois plus les choses comme ça. Il se peut que quand je sois fatiguée, je pose pas mes limites parce que j'ai pas la ressource et que ça pète parfois. Et j'ai vite fait des traits autistiques, donc le feedback peut être un peu musclé. C'est pas facile. Non, c'est pas toujours facile. Et j'y arrive avec les gens cash, avec les gens qui ont cette capacité à encaisser, qui un peu avec les puissants, si je peux mettre des gros guillemets. Mais j'ai beaucoup plus de mal avec les gens qui sont ultra gentils, ceux qui sont très people pleaser, ceux où c'est des anges en apparence, qui ont en fait aussi des failles. Et moi j'appelle ça soit les faux gentils ou ceux qui se donnent bonne conscience. Au final c'est un peu un miroir, mais je pense à ma meilleure pote à Bordeaux, on s'est fâché pour des broutilles alors qu'on a eu 1 milliard de moments et elle va s'arrêter sur ce truc-là et moi ça me brise le cœur. J'ai l'impression de me transformer en monstre comme mon père l'était au moment où je vais poser la limite parce que l'autre va dire « Oh mon Dieu, tu es en désamour, j'ai fait tout ça pour toi » et va manipuler à coups de gentillesse.
Et franchement, c'est dur. Donc, pour résumer, quand je suis en forme avec les gens à qui il y a de la distance émotionnelle, easy. Cadrer des gros patrons qui débordent dans tous les sens, easy. Je me suis retrouvée en date avec une des 500 plus grandes fortunes de France. Le mec est parti beaucoup trop loin. Je lui ai mis 2-3 coups de cadre et cette histoire était finie. Enfin, elle est trop drôle, mais bref, on n'est pas là pour ça. Mais quand je suis fatiguée avec des gens que j'aime, donc plus dans l'intimité entre guillemets affective, je parle pas forcément de relations amoureuses, mais beaucoup plus de mal. Ok. Trop dur. Ok. Trop dur. Tu l'as mentionné il y a quelque temps, t'as fait de l'hypnose pour te sortir de ton premier burn-out, je crois. Est-ce qu'aujourd'hui, tu continues à faire des choses comme ça justement pour t'aider à peut-être canaliser tes émotions, arriver à en parler? Est-ce qu'il y a des ressources que tu continues à utiliser, quelles qu'elles soient aujourd'hui? Clairement. Il y a 2 axes. Il y a l'axe thérapeutique. Donc, je suis très fan de MDR. Je trouve que c'est le truc le plus efficace en passant par le corps pour transférer les souvenirs du cerveau émotionnel au cerveau rationnel. Est-ce que tu peux juste expliquer ce qu'est le MDR s'il y a des gens qui savent pas? C'est une technique de mouvement oculaire. Donc, on va chez un psychopraticien, pas forcément un psychiatre ou un psychothérapeute. Et tout simplement, avec une baguette, un laser ou ses doigts, il fait osciller les yeux de droite à gauche. Et ça permet de faire classer des choses dans le cerveau. C'est le même mouvement que quand on est dans le train ou dans la voiture et qu'on a les yeux qui oscillent. La nuit, nos yeux font ça aussi pour ranger les souvenirs. Et ça permet d'aller déterrer des choses et de les ranger au bon endroit. C'est chaud parce que on hyperventile, on est en colère, on pleure, on serre les dents. Enfin, ça fait revivre des séquences de films en accéléré. Mais moi, ça m'a soigné. Ça m'a même soigné des problèmes de santé qui étaient dus à l'excès de cortisol parce que les traumas, ça crée de l'hypervigilance. Ça, c'est le premier axe. J'ai testé des milliards de choses en thérapie parce que je somatise, comme vous l'avez compris. Et je trouve que c'est le plus efficace, me concernant. Oui. Et à côté de ça, pour pouvoir vivre les émotions, yes, we are artiste. Et écrire, peindre, danser, chanter, ça c'est des trucs qui font du bien. Donc c'est toujours se ramener au corps et produire quelque chose avec cette émotion. Il n'y a que comme ça que j'arrive à vivre mes émotions. Ok, hyper intéressant. Et du coup aujourd'hui, où est-ce que t'en es Par rapport à quoi? Dans la vie? Dans la vie, aujourd'hui j'habite à Paris, j'ai un très mignon appartement que j'aime beaucoup. Là, je viens de commencer des missions pour une appli de rencontre et pour un média. Je pense que ça ne vient pas de nulle part non plus par rapport à tout ça. Je mets en relation des personnes... Enfin, je fais beaucoup d'apports d'affaires aussi. J'aide pour des levées de fonds. La partie artistique, je ne l'ai pas encore réinstallée parce que y a eu beaucoup de mouvements, la start-up. Il y a des notions budgétaires, mais... je peins, j'écris, j'essaie de chanter quand je fais la vaisselle, bref, des trucs du quotidien, de traîner avec des artistes aussi. Paris, c'est la ville de l'art par excellence. Je vais au cabaret, je vais voir des musées, enfin, je me régale par rapport à ça. Ça me reconnecte vraiment à beaucoup de joie. J'ai une vie beaucoup plus stable, au final, sage et sereine, parce qu'il y a déjà de l'intensité dans cette ville que j'ai pas besoin de cultiver par... 1 milliard de stimuli jusqu'à saturation. Non, ce qui est bien à Paris, c'est effectivement, dès que t'es dans la rue, il se passe des choses. Ouais. Bon, c'est pas forcément le meilleur endroit, la rue, mais je suis assez stimulée et nourrie par cette ville. J'ai mon équilibre de vie où je suis ultra carrée sur la nutrition, le sommeil. J'essaie de presque pas boire d'alcool. Je vais au sport 4 fois par semaine. Sauna, hammam, c'est ma religion. Voilà, avoir vraiment ce cadre, et c'est moi d'abord, et s'il y a un truc qui arrive au planning, c'est pas grave, c'est plus tard. Et je suis une priorité, mon baromètre émotionnel est une putain de priorité. Je suis devenue peut-être un genre de diva, j'en sais rien. Mon investisseur m'appelait Laura la diva, mais je peux pas faire kiffer les gens si moi je vais pas bien. Donc ça, on l'oublie très souvent. Ouais. Ils nous disent dans les avions, de toute façon, il faut d'abord soi-même mettre son masque avant d'aider les autres. Ouais. Je pense que ça, c'est un vrai conseil qu'il faudrait que tout le monde arrive à appliquer. C'est dur, mais c'est important. Ouais. Justement, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui vit une situation similaire à la tienne, ou en tout cas qui vit un bas dans la vie, ça serait quoi? Un burn-out ou un bas tout court? Peu importe. Ok. Déjà, on se met dans une safe place.
S'il faut s'extraire de chez soi ou du contexte toxique, c'est la première étape. On ne peut pas guérir dans l'environnement qui nous a détruits. Donc on se met dans la safe place, on essaie de se reconnecter à son corps, de voir ce qu'il nous raconte. Si on n'y arrive pas, on se fait accompagner. Ostéo, chiro, EMDR, psy, tout ce qu'on veut, il y a 1 milliard de solutions. D'essayer de voir les zones du corps qui sont affectées. Il y a plein de décodages somatiques qui permettent de savoir à quoi ça correspond. Et après, de trouver le canal d'expression de cette douleur-là. Parce que le corps, il restera en burn tant que la cause ne sera pas révélée. Et quand elle est révélée, essayer de mettre en place des choses pour soigner ça. Écouter à fond ses besoins physio. Le corps, il ne fait pas des caprices. Si on a besoin de dormir, on dort. Faire des analyses approfondies en termes de nutrition, de santé, pour aller combler les carences qui ont été créées par ce stress. Et surtout, au grand surtout, se rattacher à l'avenir, ce qu'on a envie de faire, les rêves qu'on a, et les projets qu'on peut créer qui donneront du sens à ces épreuves, qui, en gros, feront basculer le compte en banque de l'énergie, comme j'aime bien l'appeler, en positif, de ok, tout ça c'est dur, mais je vais prendre une telle dose de kiff derrière que je vais repasser créditeur et je vais avancer, je vais me relever. Sinon, on reste dans un état dépressif qui est... c'est vraiment dépressif, comme un peu une dépression quand on fait de la plongée, tu vois. Ouais. Et il n'y a pas assez de jus et de sens pour avancer. Et je trouve que dès que mentalement on a réussi à refaire un setup qui fait sens, on avance. Ok, un joli conseil. Il est un peu long, désolé. Ouais, mais il fait le tour de beaucoup de choses. Moi, Ouais. il y a une chose que tu as dite qui est quelque chose dont j'ai pris conscience un peu tard, mais maintenant j'y fais très attention, c'est le sommeil, Ouais. qui est extrêmement réparateur dans toutes les situations. Ouais. Moi, quand j'étais à Paris, justement, je pense que je l'ai beaucoup négligé Aïe. entre le boulot et l'après-boulot. Yes. Et aujourd'hui, c'est un truc auquel je fais hyper attention. Mm. Et je le vois tout de suite. Si je dors mal, je suis stressé, je suis pas bien. Les événements que je vis, même s'ils sont anodins, je les vis beaucoup trop fort. Mm. Donc ouais, le sommeil, je pense que c'est hyper important aussi pour arriver à s'apaiser Ouais. et prendre soin de soi. La physiologie et globalement se renseigner sur comment marche le système nerveux, Ouais. parce que le corps c'est une chose, vos muscles, la nutrition, etc. Mais le système nerveux, s'il est saturé, ça marche pas. Comprendre comment marche... j'ai fait une formation en neuromarketing et ça a changé ma lecture du monde, mais comment marchent les hormones dans le corps, c'est ça qui régule tout. Et si on a trop de cortisol, l'hormone du stress et de la peur, il y a des choses qui dysfonctionnent. Si on n'en a pas assez, si on a des problèmes de thyroïde, ça dysfonctionne aussi. Et capter, en gros, attends, cette situation, elle me fait sécréter de la cortisol, la dopamine l'efface, et je manque d'ocytocine, et la sérotonine, ça va pas. Pour être capable de se réguler, de scanner son corps et son état, et de corriger quasi instantanément les choses à chaque fois, quoi. Ouais. Si c'est vraiment une synergie de tout, de l'émotion, du corps, de l'esprit, d'une forme de spiritualité. On a la foi qu'on a. Elle peut être très pragmatique comme dans plein d'autres concepts, peu importe, mais d'essayer d'harmoniser tout ça et de toujours checker le tableau de bord qu'est notre corps pour avancer, quoi. J'ai grandi pas loin de Blaye, il y a la centrale nucléaire, dans la salle des commandes il y a des voyants partout, et notre corps, pour moi c'est le plateau des commandes, et se dire aujourd'hui j'ai mal là, ok c'est chelou, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que ça veut dire, et bim bam boum on peut appliquer les correctifs en instant pour aller mieux. Trop bien. Bon, t'as donné plein de mots-clés. Si les gens ne savent pas ce que ça veut dire, il va falloir aller faire quelques recherches. Désolée. mais c'est des sujets hyper importants. Une petite question pour finir. Est-ce Oui. qu'il y a une ressource, quelle qu'elle soit, que t'aimerais partager à ceux qui nous écoutent, que ce soit un livre, un film, une série, un podcast, peu importe, quelque chose qui t'a aidé ou inspiré? Je vais aller, je pense, du côté de la neuroscience. En 2019, je crois, j'ai croisé le chemin de Guillaume Mathias, qui est le fondateur de Brain Modus Operandi. Il forme au neuromarketing, donc aux neurosciences par rapport au business, mais comme j'ai dit, ça a révolutionné ma façon de lire le monde. Et sa formation est assez ouf parce qu'en 20 heures, on comprend comment fonctionne l'être humain, comment les hormones fonctionnent, et ça apprend à se connaître, à connaître l'autre. Donc moi, je recommande cette formation. Je pense que c'est celle qui a eu le plus d'impact sur moi. Les livres, c'est bien, mais il faut compiler tout ce qu'il y a dans les livres. Et après, je pourrais citer des personnes en particulier, mais j'ai pas envie de faire la promo de telle ou telle personne. Merci Laura pour ce partage et pour ta confiance d'être venue au micro d'Histoire Kintsugi. Et à très bientôt. À très bientôt, merci Thibaut. Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Histoire Kintsugi en entier. Si la discussion vous a plu, inscrivez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires, partagez-la à 3 personnes autour de vous et mettez une note de 5 étoiles avec un commentaire pour m'aider à faire connaître ce podcast. Et puis si vous connaissez quelqu'un qui pourrait partager son histoire, vous pouvez m'écrire sur le compte Instagram du podcast, histoire_kintsugi, ou par mail à l'adresse thibaut@histoire-kintsugi.fr. Merci pour votre écoute, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle histoire.